Et nous prolongeons notre réflexion avec notre invité Joseph Bao. Bonjour, vous êtes professeur de sciences politiques, directeur de l'Institut Issam Fares de politique publique et d'affaires internationales à l'Université américaine de Beyrouth. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, est-ce que selon vous, il va y avoir un avant et un après pour les monarchies du Golfe? Bonjour et merci de m'inviter. Oui, ça ne fait aucun doute. En fait, ce qui se passe depuis quelques semaines, cette guerre d'Iran qui est en train de déborder vers le Golfe, est en fait le scénario cauchemar que les pays du Golfe, les monarchies du Golfe craignent depuis plusieurs décennies. Elles s'y sont préparées, mais visiblement, la réalité dépasse un tout petit peu leur préparation. Alors en fait, il y a quelque chose d'un peu étrange puisque les monarchies du Golfe, essentiellement l'Arabie saoudite et peut-être d'autres pays comme le Qatar, Oman, etc., les derniers temps avaient beaucoup changé de position par rapport à une guerre possible avec l'Iran, alors qu'il y a quelques années, dans les années 2015-2016, ils étaient peut-être à l'avant-poste ou en ligne avancée vis-à-vis des États-Unis pour probablement une posture très agressive vis-à-vis de l'Iran. Les dernières années, on a vu ces pays vraiment changer de position et devenir du côté de la négociation et d'une solution pacifique. Donc c'est déjà le premier paradoxe de voir que l'Iran, dans la posture de dissuasion du faible au fort, les punissent de cette façon, mais c'est un tout petit peu aussi attendu dans la mesure où l'Iran avait toujours laissé entendre qu'en cas d'attaque, ce serait ce qu'elle considère comme les intérêts américains dans la région qui seraient ciblés, et ces intérêts américains, ils sont essentiellement dans le Golfe. Alors, pour revenir à votre question, effectivement, il va y avoir un changement de paradigme énorme après la guerre. Les États du Golfe ont essayé, comme je disais, donc de se prémunir par rapport à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui en déployant plusieurs axes de politique. Le premier, c'était d'abord, évidemment, de maintenir le parapluie de défense américain, mais aussi de le diversifier en achetant, par exemple, de l'équipement militaire de Chine, de Russie ou d'ailleurs. Visiblement, tout cela aujourd'hui s'avère un tout petit peu vain. Et la première des illusions pour les États du Golfe est de voir que le parapluie de défense américain a été beaucoup plus déployé vis-à-vis d'Israël pour défendre Israël qu'il ne l'a été pour défendre les États du Golfe, et ça crée probablement une rancœur qui va s'exprimer très probablement après la fin de la guerre. Le deuxième axe stratégique a été d'avancer vers, disons, les accords d'Abraham et d'avancer vers une sorte de relation avec Israël, en sachant qu'un jour ou l'autre, la guerre qui serait menée contre l'Iran mettrait en jeu Israël. Et c'était donc une façon de se prémunir un tout petit peu par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Là aussi, on voit que cette politique n'a pas porté ses fruits, et je crois qu'il y aura probablement une révision par rapport à cette histoire. Le troisième axe, enfin, concerne l'Iran directement, surtout du point de vue de l'Arabie saoudite et d'autres. Un rapprochement avec l'Iran à partir de 2022-2023, on s'en souvient, sous égide chinoise, pour essayer un tout petit peu d'amadouer un jour ou l'autre, le jour où ces frappes se feront jour, et c'est le cas aujourd'hui, d'amadouer Téhéran et de la pousser à être plus clément vis-à-vis des États du Golfe. Et là aussi, ça s'avère être un calcul qui n'a pas complètement payé. Donc, pour toutes ces raisons, je crois qu'après la guerre, et on le voit déjà maintenant, on en voit les prémices maintenant, les monarchies du Golfe vont singulièrement revoir ce qu'on appelle leur perception de la menace et leur quête de garantie stratégique et de garantie de sécurité. Alors là, effectivement, on parle plus spécifiquement de sécurité, parce que c'est vrai il peut y avoir une sensation de trahison de la part des Américains, parce qu'il y avait cet accord, hein, vous l'avez évoqué, de pétrole contre protection. On voit que c'est très imparfait, très incomplet. Mais dans l'immédiat, ce que l'on voit aussi, c'est que l'Iran avait préparé sa riposte, avait préparé une riposte militaire, mais aussi une riposte économique. Et là, on voit que cette guerre a des conséquences économiques immédiates pour les pays du Golfe. Alors, c'est exactement la stratégie iranienne qu'on connaît depuis très longtemps. Enfin, je crois que des analystes dont je fais partie sont plutôt aujourd'hui étonnés de l'étonnement américain ou international vis-à-vis de cette question. Tout ça a été écrit, scripté, etc. Dans cette technique ou dans cette approche de dissuasion du faible au fort que l'Iran
emprunte et n'a pas d'autre choix que de l'emprunter, il est évident que l'arme de la punition économique est une des armes privilégiées. Maintenant, bien entendu, cette arme, elle a des limites parce qu'elle se retourne aussi contre l'Iran, mais l'Iran aujourd'hui mène une guerre qu'on considère ou qu'elle qualifie elle-même d'existentielle. Donc je crois que les sacrifices à ce niveau sont tout à fait admissibles, acceptés et même intégrés par l'Iran. Donc en fait, la stratégie iranienne, elle est simple, c'est d'augmenter, de faire monter le coût de l'agression à un niveau qui devient inacceptable pour l'adversaire, quitte à ce qu'il soit très fort pour soi aussi. Mais encore une fois, tout cela est intégré et l'Iran aujourd'hui, je crois, n'a pas à se soucier du sentiment de sa population. Peut-être qu'elle s'en souciera dans quelques semaines, mais aujourd'hui, il s'agit de sauver le régime, il s'agit d'assurer la survie de la République islamique d'Iran. Donc en fait, la stratégie est de monter le coût au niveau des États du Golfe qui non seulement aujourd'hui dépendent de leur manne pétrolière, mais avaient développé depuis quelques années, peut-être même depuis plus d'une décennie, de nouvelles politiques de développement économique qui sont beaucoup plus axées sur le tourisme, sur le transport, sur la culture, etc., le développement muséal, etc. Et c'est ce branding-là, ce côté, cette nouvelle stratégie de vente à l'international des pays du Golfe qui est aujourd'hui atteinte aux côtés de la question uniquement pétrolière. Sur la question uniquement pétrolière, le coût qui est en train d'être infligé par l'Iran ici n'est pas seulement aux pays du Golfe, mais il est au monde, il est à l'économie mondiale. Justement, c'est là aujourd'hui où l'on parle de la question de l'île de Kharg ou du détroit d'Ormuz dans quelques jours. Mais là aussi, il y a quelque chose à prendre en compte que peut-être l'Iran n'a pas tout à fait intégré, c'est que l'équation énergétique mondiale est aujourd'hui en train de changer. C'est-à-dire que la dépendance occidentale, en tout cas américaine, et peut-être un peu moins chinoise ou autre vis-à-vis du pétrole du Golfe, a diminué les dernières années et les derniers temps, et je ne suis pas sûr que ça n'a pas été présent dans les calculs de Donald Trump, l'aventure vénézuélienne, enfin la mise au pas du Venezuela, a aussi aujourd'hui mis les États-Unis à l'abri de façon assez large par rapport à une sorte de pénurie pétrolière qui proviendrait du Golfe. Oui. Donc voilà, c'est un peu toute cette logique, si vous voulez, c'est une logique de coût, d'infliger le plus grand coût possible à l'adversaire pour l'obliger à réviser ses calculs et à éteindre le feu. Alors qu'est-ce que les Iraniens espèrent? C'est peut-être une pression des États du Golfe dans quelques temps vis-à-vis des États-Unis pour leur dire, écoutez, on ne peut plus continuer comme ça, nous sommes à genoux, nous avons très mal, vous devrez peut-être arrêter. Je ne sais pas si ce calcul va s'avérer payant. Pour indication, pour être un peu plus précis, l'hôtellerie, les transports, le commerce de détail, la restauration représentent 40% du PIB de Dubaï. Donc effectivement, quand toute une industrie du tourisme est à l'arrêt, c'est catastrophique sur la durée. Alors du coup, c'est ma question. Joseph Baou, jusqu'à quand, puisque pour l'instant, il n'y a pas de riposte de la part des monarchies du Golfe, il n'y a que des menaces, jusqu'à quand le coût de la non-réponse va rester moins élevé que le coût de la réponse? Non, je crois qu'il n'y aura pas de réponse parce que le coût de la réponse risque d'être dévastateur. Je crois qu'aujourd'hui, les États du Golfe marchent sur un fil très ténu, sur une voie très étroite, qui est et d'ailleurs, vous remarquerez qu'aucun des États du Golfe n'a renvoyé l'ambassadeur iranien, n'a fermé ses représentations diplomatiques en Iran. Donc tout continue comme avant. Il y a même des rumeurs ou des nouvelles, je crois qu'elles sont confirmées, qu'il y a des contacts pratiquement quotidiens entre l'Arabie saoudite et la diplomatie iranienne. Il y en a aussi avec Israël. On sait aujourd'hui que le conseiller pour la sécurité nationale de Benjamin Netanyahou a eu des contacts poussés avec les Saoudiens il y a quelques jours. Donc les États du Golfe font ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire ce qu'ils appellent eux-mêmes du hedging, c'est-à-dire de la couverture à l'égard des deux parties. Ils ne prendront jamais le risque de rentrer dans une confrontation ouverte et frontale avec l'Iran. Ce serait probablement, pour certains en tout cas, le début d'une guerre encore plus dévastatrice. Jusqu'à maintenant, l'Iran n'a pas frappé les installations pétrolières ou les grands sites pétroliers comme Abqaiq en Arabie saoudite ou ailleurs au Qatar ou dans d'autres
autres pays du Golfe. L'Iran se retient encore en arguant qu'elle ne frappe que des bases américaines. En fait, ce qu'elle dit aux États du Golfe, c'est la présence américaine sur votre sol, au lieu de vous défendre, est en train de beaucoup vous coûter. Je ne pense pas que les États du Golfe dépasseront un certain seuil rhétorique de riposte. Ils sont probablement en train aujourd'hui aussi de déployer des efforts diplomatiques et probablement derrière les coulisses, enfin en coulisses, vis-à-vis des Américains pour les pousser à revoir l'entièreté de cette aventure. Et je crois aussi que le théâtre des opérations qui est en train de s'élargir, je vous signale aujourd'hui que la guerre n'est pas confinée qu'au Golfe, la guerre est aujourd'hui au Liban, elle pourra demain s'ouvrir au Yémen si les Houthis aussi rentrent en jeu, ce qui sera un élément de dissuasion de plus pour des pays comme l'Arabie saoudite. Elle pourrait aussi après-demain s'étendre à des endroits comme l'Azerbaïdjan, peut-être d'autres théâtres aussi qui mettront en jeu la Turquie. Donc en fait, ce que l'Iran est en train de faire, c'est de dire à tout le monde, vous avez intérêt à ne pas vous embarquer dans cette histoire, laissez les Américains et les Israéliens tout seuls et avec le temps, nous pourrons peut-être voir nos accords Et de du coup, sécurité régionale. Tout ça, évidemment, excusez-moi juste une oui. chose, tout ça, évidemment, supposant que l'Iran survivra à cette guerre. Et du coup, ce sera ma dernière question à Joseph Baou. À moyen terme, on peut considérer qu'Israël en cela aura perdu la guerre. C'est-à-dire s'il y a un rapprochement de ces pays sunnites vers l'Iran, alors qu'il y avait plutôt un rapprochement vers Israël ces dernières années, ce sera une autre défaite pour Israël. N'utilisons pas le mot défaite, ce sera probablement un revers pour Israël. Effectivement, une très grande partie de la rationalité des accords d'Abraham était de monter un front sunnito-israélien dans le Golfe pour mettre à terre la République islamique d'Iran. Aujourd'hui, on voit que tout cet écheveau, tout cet édifice, toute cette architecture, au fond, n'est pas en train de porter ses fruits, effectivement. Je vous remercie beaucoup, Joseph Baou, pour ces éléments de compréhension absolument passionnants. Merci à vous d'avoir réagi sur notre antenne.